Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast L'Alchimiste de ta vie. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Sami Baraka. Donc je vous rappelle un petit peu le principe de ce podcast. C'est d'inviter une personne qui a marqué mon parcours de vie et qui, par son parcours, montre que tout est possible. Et je me dis qu'à 17 ans, j'aurais aimé voir des personnes comme ça qui me donnent la force de continuer de vivre des moments un peu plus difficiles, plus faciles. Donc voilà pourquoi j'ai invité Monsieur Baraka. Donc pour ce faire, on a pris un outil que j'ai pu tirer dans ma formation de coach professionnel et personnel, qui s'appelle la ligne de vie, qui permet justement de mettre en lumière sa vie avec des éléments qui sont positifs ou moins positifs et de dire ce qu'on en a tiré. C'est ce que Sami a fait justement au préalable. Donc on vous met une photo qui vous montre un peu quel est le principe de la ligne de vie, donc un trait vertical, un trait horizontal avec le début de la ligne de vie et tous les éléments qui ont marqué. Donc il y a les sommets et les vallées. Donc Sami, enchanté. Yes. Ça fait plaisir de te voir. Merci de ton invitation. C'est un grand plaisir. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter justement une présentation sommaire pour les gens qui ne te connaissent pas? Mais qui ne me connaît pas? Non, je rigole. Telle est la question. Telle est la question. Alors, Sami, j'ai quel âge? J'ai 32 ans. Aujourd'hui, je suis courtier en prêt immobilier et également, je suis un peu également dans l'immobilier. Mon parcours scolaire très simple, bac, BTS, master. J'ai bossé en banque pour 2 banques différentes avant de me lancer en tant qu'indépendant. Donc ça, c'est pour le pro. Pour le privé, rien de spécial, je suis célibataire, j'ai pas de gosse, j'ai 32 piges, j'ai 2 chats, c'est pas vrai, j'ai pas de chat. Voilà, durant mes études, un truc très important, c'est que j'ai bossé en tant que surveillant. Et c'est là où j'ai rencontré Romain de Albuquerque. Voilà, donc période très importante et qui nous amène là aujourd'hui. Exactement. Justement, donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Yes. Par rapport à ta ligne de vie. Dis-moi, exercice très intéressant. Exercice très intéressant, justement, qui permet de prendre conscience un petit peu de ses talents, de ses forces par rapport au présent et de pouvoir justement aborder l'avenir un peu plus sereinement. Et je vais te demander un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette ligne de vie? Une question assez générale pour après commencer un peu cette interview. La ligne de vie, c'est un exercice en fait auquel on ne pense pas forcément, mais qui est pas mal parce que ça peut être aussi un peu un exutoire. C'est-à-dire que lorsque tu demandes aux gens de reprendre cette ligne de vie et d'écrire des faits marquants, que ce soit positifs ou négatifs, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça se fait aussi de manière assez spontanée. Parce qu'on a tous en tête nos événements qui nous ont marqués, tu vois, qui nous ont fait grandir ou mûrir ou peu importe, tu vois. Mais on les a. Donc moi, quand tu m'as demandé tout de suite, fais ta ligne de vie, j'ai pas réfléchi sur ce temps, tu vois. J'ai mis, pour moi, les C'est vrai que faits... tu l'as fait assez... tu vois, c'est ça aussi qui m'a un peu marqué. C'est vrai que tu l'as fait assez rapidement et naturellement. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas de blocage, tu l'as fait vraiment d'une traite. Je pense qu'on sait tous à peu près les éléments qui nous ont marqués ou pas. Après, certes, on peut refouler certaines choses. Bien sûr. Peut-être inconsciemment, il y a des choses que j'ai pas mises. Mais en tout cas, les faits qui sont pour moi assez marquants, je pense les avoir mis de manière assez fluide parce que c'est des éléments auxquels inconsciemment tu vas y repenser peut-être tous les jours ou tous les 2 jours. Ou voilà, ça fait partie de toi, c'est dans ton cerveau. Ok, parfait. Intéressant, faites-le. Donc dans cette ligne de vie, il est parti du début de sa vie. C'est un peu le changement que j'ai opéré justement par rapport à l'outil qu'on a en coaching. Normalement, on doit commencer au début de sa vie professionnelle. D'accord. Et moi, je trouve plus intéressant de commencer au début de ta vie, tout simplement. D'accord. Et on va faire un petit peu tout ton parcours de vie jusqu'à les 5 années à venir, là où tu te projettes. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on démarre. Let's go. On démarre sur cette ligne de vie. Alors, il y a un événement tout de suite qui a marqué un peu depuis ta naissance, il y a 32 ans, comme tu l'as si bien dit. Ouais. C'est ta classe de découverte. Ouais. Et ce qui est marrant, juste petit aparté, c'est que Sami et moi, on se connaît très bien, on a eu beaucoup de discussions ensemble. Et moi, en regardant ta ligne de vie, il y a des éléments que je découvre, comme cette classe de découverte. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus. Monsieur Hess, si vous me voyez, c'était le directeur de l'école, mon prof en CM2. Monsieur Hess. Monsieur Hess, c'est la Hess. La classe découverte, pourquoi? Parce que c'est la première fois que je partais en vacances hors Maroc. Et je te jure, mine de rien, quand toute ta vie, tu as connu tous les étés Maroc, ce qui était très très bien, mais je connaissais que ça, c'était ça pour moi les vacances. Donc c'était Maroc de ta naissance, t'allais à Meknès tous les étés? Tous les étés, fin juin, début juillet, on se levait à 4h du matin, tu ne savais jamais quel jour, et on partait au Maroc en voiture. Je pense qu'il y en a qui se retrouvent. Qui se reconnaîtront. Et on partait au Maroc, pour te dire, petite anecdote, tellement quand j'étais petit on partait au Maroc,
lorsque je suis rentré en maternelle, je parlais arabe. La prof a dit à ma mère, votre fils il parle que arabe, il parle pas français. Sérieux? Parce qu'on était resté 3 mois d'affilée, 4 mois d'affilée au Maroc, on était petits, on n'avait pas école et tout encore. Donc mon père nous avait envoyé un peu plus tôt, je crois qu'on était resté 4 mois d'affilée. Et quand tu as 2 ans et demi, parce que comme je suis né en fin d'année, du coup je suis rentré à 2 ans et demi en maternelle, petite histoire. Et 4 ans, bah. Déjà un surdou à l'époque. C'est ça, paraît-il. Et du coup, bah, voilà, je suis rentré en maternelle et je parlais que rebeu. Donc c'est bien, du coup j'ai appris le rebeu. Mais pour la prof, c'était pas facile, enfin, la maîtresse à l'époque. Et Voilà. du coup, ça, tu te souviens de cette période-là? Ouais. Et petite question, justement, le fait de parler que rebeu, au niveau de. Avec tes camarades, comment ça s'est passé? On parlait pas. T'étais un peu exclu, justement? Ouais, je te jure, je me souviens de ça que lorsque j'ai commencé la maternelle, j'avais pas d'amis au début. Si, où j'avais une copine qui s'appelait Hayat, je crois qu'elle aussi devait parler que rebeu. Je te jure que c'est vrai. Et on a fait la maternelle ensemble, et je crois que c'est pour ça. Elle aussi, je crois qu'elle devait me comprendre. Je devais parler comme ça. Et du coup, ouais, t'étais un peu exclu, t'étais juste avec cette Hayat. Ouais, avec Hayat, je crois, ouais, c'est ça. Et ouais, ça, je me souviens. Putain, c'est vrai, j'avais zappé. Ouais. Incroyable. Et c'est vrai que ça t'a marqué, et justement, la prof était venue voir ta mère. C'est ça. Elle lui dit, je comprends pas ce qu'il dit. Ok, mais sans jugement, sans. Non, sans jugement, mais bon, voilà, c'est comme dans la famille de la jungle, le petit fou là qui fait, je sais plus comment il s'appelle, Nigel, non? Je sais plus. J'aime tes références. Ouais, c'est ça, donc je devais parler comme lui, donc elle devait pas comprendre. Et donc pour revenir sur la classe découverte, en fait, c'est que j'allais constamment au Maroc, et là on était parti dans le sud. C'était à quel âge ça, à peu près? Ça, c'était à 9 ans. Donc là, tu devais parler français couramment. Hein. J'avais appris, j'avais mes papiers. Et avec monsieur Eus, on était parti à Figanière dans le sud, pour ceux qui connaissent. Voilà. On avait fait Cannes, Saint-Raphaël, etc. Et moi, je connaissais pas tout ça. Je connaissais pas, moi, franchement, je connaissais pas, c'est un truc de ouf. On avait pris le train, le car, je sais plus. Et on était parti dans le sud, et c'était top. Franchement, j'ai découvert des paysages français magnifiques. Ça sentait bon, les odeurs du sud, c'est le parfum du sud. Là, pour la petite anecdote, je n'y étais pas retourné avant l'année dernière. Ouais. Et j'ai eu comme un flashback. Et je me suis tout remémoré. Les Grâce aux savons, odeurs? ouais, la mémoire olfactive, comme quoi, elle est très 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 importante. La lavande, les savons, enfin, l'odeur des pins, etc. Enfin, c'était incroyable. Voilà. Et ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait autre chose que le Maroc. Tu vois. Et c'est là peut-être d'où ma curiosité pour les voyages par la suite. C'est peut-être l'élément déclencheur. Donc tu vois, on voit qu'un événement que tu as vécu à 9 ans, et là même quand tu le racontes, hein, tu te rappelles de la ville, Ouais. de ton professeur, Totalement. des odeurs. Totalement. Les odeurs, Alors c'est un c'était il y a. Ça a été il y a longtemps. C'était il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années. C'était il y a longtemps. Ouais. Ok, donc il y a eu clairement un avant et un après classe de découverte. Ouais, franchement, ouais. Et même personnellement, c'est la première fois que je partais en vacances sans ma famille. Bah, ouais, Tu vois. Donc franchement, même si t'es content au départ, je t'assure que quand on est monté dans le train, on pleurait tous. Ça t'a émancipé. On pleurait tous. Ça nous a émancipés, mais par la suite. Au début, on était tous un peu, tu vois, les premières heures, mais par la suite, ouais. Ça nous a émancipés, on a appris à se connaître. Et après, c'était en fin d'année. Tu partais avec des gens que tu ne connaissais pas? Non, c'était avec ma classe. Ok. Mais vivre avec les gens et être à l'école avec eux, c'est pas pareil, tu vois. C'est vrai. Donc des gens, enfin c'est comme maintenant, comme partout, quoi, des gens que tu pensais être tes amis, c'est pas des amis, tu sais, la guerre des gangs, la guerre des clans et tout à l'école. Donc voilà. Et on dit que l'être humain Ouais. se rapproche beaucoup dans les bons moments comme dans les moments un peu plus difficiles. Et c'est vrai que le fait de tous partir en pleurant, peut-être que ça vous a rassemblé quelque part. C'est totalement possible. Ouais, il y a un mec avec qui j'ai oublié son prénom, mais avec qui je m'entendais pas très bien. Et je sais qu'à la suite de ça, on est revenu, on était hyper potes. Tu vois, parce que lui aussi pleurait beaucoup. Parce que sa mère était enceinte à l'époque, je me souviens. Et, ouais, et elle lui manquait. Et il pleurait tout le temps. Et du coup, voilà, je pense qu'on s'était rapprochés. Et voilà, alors qu'on ne pouvait pas se saquer à l'école. Tu voyez, comme quoi on peut avoir un mauvais départ avec une personne et finalement, C'est ça. dans un autre contexte, vivre correctement et redécouvrir une relation. C'est ça. Donc classe de découverte, ok. Donc elle a duré combien de temps cette classe de découverte? Une dizaine de jours. Dizaine de jours, quand même. Une semaine, une dizaine de jours. Ouais. Ok, donc pour les parents qui nous regardent, hein, si vous êtes... Envoyez vos enfants, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, les profs s'occupent bien de nous et il faut apprendre à couper le cordon. C'est vrai que là on est dans une société encore plus où on a du mal à délaisser et je pense que là, en tout cas, comment tu racontes cette classe de découverte, ça montre que c'est important. C'est ça, dès lors que vous faites confiance au professeur, vous voyez que Ouais. c'est pas un professeur qui fait gaffe, en plus nous c'était le directeur, donc il avait peut-être une responsabilité plus accrue et de plus ça avait amené un surveillant qui était son fils à l'époque, donc c'était drôle. Oh, ouais, exact. Voilà, donc voilà, non mais c'était cool. Après c'est pas la même époque maintenant et avant, il y a peut-être moins de fous avant, peut-être qu'on en parlait moins parce qu'on montrait moins à la télé. Mais non, il faut laisser les enfants grandir et dès le plus jeune âge. Ok, bon merci en tout cas pour cette expérience que je connaissais pas, donc là je la découvre en même temps que vous, c'est assez marrant. Donc là on avance et il y a un moment un peu plus
enfin à l'époque, hein, l'intensité dont tu l'avais vécu, t'as mis embrouille avec la famille. Ouais, de ouf. Et c'est assez proche de classe de découverte. Ouais, parce que tout ça, en fait, mon année de CM2, parce que c'était en CM2, C'est en CM2, ouais, ok. mon année de CM2, elle a été hyper marquante. Hyper marquante parce que je me souviens que ça s'est enchaîné. J'étais là en mai, en fin d'année, classe découverte. Et ensuite, tu vas en vacances, et là, il y avait une embrouille de famille de ouf. Mais vraiment un truc de dingue. Vraiment une embrouille de famille qui m'a marqué. Et tu passes du statut d'enfant au statut limite d'adulte parce que tu as un âge de comprendre. À 9-10 ans, surtout que les enfants sont des éponges. Ne croyez pas que les enfants ne comprennent pas. Les enfants sont des éponges. Et on avait absorbé vraiment toute la négativité qu'il y avait autour. Et ce voyage-là m'a fait grandir et cette embrouille de famille-là m'a fait encore plus grandir. J'ai pris 10 ans d'un coup. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, ça a tracé même la continuité, même si maintenant tout va bien, mais la continuité de la relation familiale, une partie de la famille en tous les cas, sur plusieurs années par la suite. Donc, ouais. De quoi ça t'a. Bah, tu revenais d'une classe de découverte, t'étais Tu content. passes de ça à ça. Ouais, Ok, là c'était embrouille de famille qui s'est. Donc après, t'étais parti au Maroc. ouais c'est ça, c'était au Maroc. Ouais. C'était au Maroc, ok. Ouais, c'était au Maroc. Ouais. C'était au Maroc. L'histoire de belle famille, hein, comme d'habitude. Et ouais, et franchement, ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je l'ai mis dans ma ligne de vie parce que je pense que c'est la première fois que je me rendais compte que les conflits familiaux peuvent aller très très loin et peuvent blesser les gens et peuvent blesser plus que seulement les personnes concernées. Tu vois, Ouais. que ça affecte aussi tout l'entourage familial, amical. Et C'est comme un écosystème, quoi. Ça, bah, c'est tout il y a un les- écosystème, c'est Ouais, exactement ok. ça, c'est le bon terme que tu as choisi. C'est un écosystème. Et je dirais même qu'il faut faire hyper gaffe, je le répète, parce que les enfants absorbent tout. Tu vois, et si demain j'ai des enfants, j'essaierai de faire en sorte de les éloigner, même si on a essayé de nous éloigner, hein, Bien sûr. on a quand même assisté, on a tout vu. Tu vois, on a tout vu et forcément on assiste et du coup, même si les parents, les oncles, tantes peuvent penser qu'on oublie, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et là en l'occurrence, ouais, ça m'a marqué, ça fait partie. C'est intéressant ce que tu dis parce que Ouais, tu dis que tes enfants, enfin tes enfants que tu auras, Inch'Allah, tu les éloigneras de cette embrouille-là. Mais tu vois, à l'époque là où tu l'as vécu, tu l'as mis dans la vallée. Donc c'était un Ouais. moment difficile. Ouais. Mais aujourd'hui, avec du recul, pour toi, c'était un moment Formateur. formateur. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit éloigner ses enfants de ces moments qui sont difficiles à vivre sur le moment, mais qui sont extrêmement formateurs et qui t'apportent peut-être aujourd'hui, ça on va l'évoquer peut-être après. C'est formateur, mais malgré tout, ça reste quand même assez fort. Mais assez fort dans le mauvais sens du terme. Émotionnellement? Émotionnellement, parce que malgré tout, t'es toujours dans le monde de l'enfant. T'as 9 ans, tu vois. Ouais, ok. T'as 9 ans, t'es encore en primaire, tu joues encore au Pokémon, je sais plus à quoi on jouait à l'époque. T'as pas l'âge pour ça. Je pense que même si il faut sortir les enfants du monde des bisounours, malgré tout, il y a certaines choses. Trop tôt. Pour toi, c'était clairement trop tôt. Ouais, c'était trop tôt, trop fort, et limite j'aurais préféré ne pas savoir et surtout ne pas mêler les enfants aux différentes embrouilles. Donc ouais. Et Samy, bon, t'as une grande sœur, elle a combien d'années de plus que Il y toi? a 1 an et demi de différence même. Ouais, donc c'est quasiment similaire. Ouais, c'est pareil, Je c'est voulais pareil. voir pour. Non, non, on a dû vivre de la même manière et donc non. Après, comme dans toutes les familles, il y a toujours des grosses embrouilles dans toutes les familles. Donc c'est marquant parce que je trouve que je l'ai vécu jeune et que c'était pour moi, de mon point de vue en tous les cas, d'une assez forte intensité. Bien sûr. Et surtout que quand tu pars en vacances, et je pense que toutes les personnes qui partent dans leur pays d'origine en été le ressentent de la même manière, les cousins, les cousines, etc. Et quand on te brise ça d'un coup, bah, c'est fort, tu vois. Quand tu passes de voir les tatas, les oncles, les cousins, cousines, et du jour au lendemain, bah non, interdit, tu parles plus à lui, Ouais. tu vois, c'est oppressant même, je dirais. Surtout que là, c'était une sorte de rituel que tu vivais chaque année Tous les ans, et on t'a quelque part cassé ça. c'est ça. C'est ça. Donc c'est... Avec du recul, c'est formateur, je le répète. C'est-à-dire que tu rentres dans le monde des adultes. Mais je trouve malgré tout que ça reste assez fort et que j'aurais peut-être attendu 2-3 ans avant de vivre ça, idéalement. Voilà, de mon point de vue en tout De cas. ton point de vue, bah, c'est intéressant de l'avoir puisque c'est toi qui l'as vécu. C'est ça. Surtout que si on regarde ta ligne de vie, Samy, jusqu'à ces 9 ans, t'as pas eu d'événements. Tu vis une vie plutôt tranquille en fait. Franchement, plutôt tranquille, ouais. Je reviens mal juste avant que je me suis fait opérer l'appendicite 1 an avant la classe découverte. Ouais. Et je l'ai très bien vécu. Donc, Tu vois, parce que c'est la première fois que je partais à l'hôpital, j'étais content, je sais pas, tu vois, c'est... ouais, parce que là, tu vis, voilà, t'es. Franchement, ouais, je vais pas à mentir, j'ai eu une enfance normale, j'avais mes 2 parents, j'allais à l'école, enfin, tu vois, Plutôt bon à l'école. franchement, ouais, j'étais assez bon élève, j'étais un besl en arabe, c'est-à-dire que je faisais plein de bêtises à la maison, tu vois,
Mais à l'école, par contre, j'étais premier de la classe. Ah, je pense que là, il y a des parents qui reconnaissent leurs enfants, C'est ça. c'est des images à l'école, mais par Ouais. contre, quand ils sont à la maison. Ouais, alors pour avoir été surveillant, vos enfants à l'école et à la maison ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Donc lorsqu'on vous dit attention, votre enfant a fait ça, sachez que c'est la vérité. Et à l'école, ouais, j'étais très bon élève, très bon élève, vraiment très souvent premier de la classe. Mais à la maison, j'étais un chétan. Et dehors aussi. Ma mère me disait tout le temps, qu'elle avait honte de me ramener parfois chez des gens parce qu'elle savait que j'allais faire plein de bêtises. C'était incroyable. Mais ouais, non, ouais, à pas de site avant peut-être, mais voilà. Mais voilà, J'étais chouchou à l'hôpital. Donc finalement, voilà, c'est aussi peut-être ce premier moment-là qui C'est a ça. fait que. C'est ça, je pense que c'est le premier événement marquant dans ta vie qui te casse. C'est une rupture en fait avec l'enfance. Ça a été la rupture avec l'enfance. C'est ça. D'accord, ok. Ouais. Ouais, merci à toi, parce que pareil, cet événement-là, je ne le connaissais pas. Donc, vous voyez, on peut même redécouvrir un peu les gens avec qui on est très proche par l'intermédiaire de cette ligne de vie. Donc, c'est ça. intéressant. Yes. Donc là, il y a un autre événement que je connais, puisqu'on en a beaucoup parlé, puisque voilà, tu parles de la maladie de ta maman. C'est ça, ouais. Donc ça, t'arrives, t'es au lycée. Ça, ma Au mère lycée, elle hein, était c'est tombée ça. malade, j'étais au lycée. Pareil, hein, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée. J'étais en première. J'avais redoublé mon lycée d'ailleurs, ma seconde. J'étais un très bon élève, mais quand je suis arrivé en seconde, j'ai pété un câble. C'était, je sais pas, La liberté. crise d'adolescence, c'est exactement sa liberté. Tu passes de 1 an à liberté. Je passais dans un autre lycée et tout, c'était la folie. Et j'avais même redoublé ma seconde. Et mon prof, monsieur Gély, si vous me voyez, m'a dit arrêtez l'école, c'est pas fait pour vous. Et quand il m'a dit cette phrase, ça m'avait mis une baffe. Je me suis dit, mais il peut pas me dire ça, c'est pas possible. Tu vois. Et je me suis dit, mais j'étais toujours premier de ma classe. Certes, j'avais double avertissement, triple avertissement, conduite, travail, ce que vous voulez. Mais moi, je savais que c'était juste une crise en fait. Je profitais. En fait, c'était tellement facile que je savais que si je voulais réellement, je pouvais bosser. Et donc, j'avais fait appel. Et on m'avait autorisé le passage en première. D'accord. Tu vois, j'ai été le seul sur la commission d'ailleurs. On m'avait autorisé le passage en première. Et à la fin de cette première, ma mère était tombée malade. Assez gravement. Et pareil, c'est une rupture du coup, du jour au lendemain, c'est une rupture avec le monde de l'adolescence un peu. Tu vois, parce que tu étais dans l'époque, copains, copines, on va manger, lycée, magasin, etc. On avait le train directement de Argenteuil à Saint-Lazare, donc c'est notre quotidien. Et là, ouais. Oui, parce que ton lycée, il était au Val d'Argenteuil. C'est ça, Val d'Argenteuil, on prenait le train directement, on partait à Paris, c'était la belle vie pour nous, c'était les plus belles années. Et j'en garde d'ailleurs aussi de très bons souvenirs. Mais ouais, rupture avec le monde de l'adolescence, deuxième fois. Donc là, du coup, là, tu apprends ça te met un coup de massue. Ouais. Un coup de massue. Et moi, pour avoir échangé beaucoup avec toi, c'est que tu vas mettre un petit peu en parenthèse ta vie d'adolescent. Totalement. À ce moment-là, comment dirais-je, tu te rends compte qu'il y a une rupture entre la vie normale, la vie des gens, tu vois, et ta vie peut-être à toi. Et je me souviens que, par exemple, je passais le bac de français. Je passais le bac de français et beaucoup étaient en train de réviser les textes. Et ben moi non, moi j'étais à l'hôpital, tu vois, et j'ai pas pu réviser. J'avais révisé un seul texte, je me souviens. Et j'étais parti détente à l'examen parce qu'en fait, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Tu vois ce que je veux dire? J'avais fait le maximum. Je savais que c'est pas de mon fait. Tu vois, si j'avais eu la flemme de réviser et tout, mais non, je pouvais pas parce que j'accompagnais ma mère à l'hôpital, etc. Et je savais que j'aurais pas pu mieux faire. Donc s'il y avait qu'un texte que j'ai bien appris, j'ai dit quitte à apprendre. Comme on en avait 10 pour ceux qui passent le français oral, il y a 10 textes à apprendre à l'époque. Et j'en ai pris un, le plus court, mais je l'ai bien appris. Et franchement, après chacun sa foi, mais moi je dis que Dieu existe. Comme par hasard, j'arrive, la prof elle me dit Samy, bon moi je vous interroge sur ce texte. Et c'était ce texte qu'elle m'a interrogé dessus. Et franchement, waouh, j'ai dit ah ouais, je te jure Dieu il existe. Vraiment, je te jure. Le karma incroyable. Je te jure de ouf, vraiment. Et du coup ça a été une rupture parce que les gens parlaient du bac, parlaient de ça, alors que moi dans ma tête j'étais en train non, j'étais dans des calculs différents. Non, j'étais pas du tout dans ça. On parlait de choses qui me paraissaient futiles d'un coup. Tu vois, la futilité, qui n'en est pas vraiment, parce que c'est l'âge, c'est l'adolescence, dans laquelle tu es à cet âge-là, tu romps. Et moi, lorsqu'on parlait de certaines choses, vu que j'en parlais à personne à l'époque, lorsque ça arrivait. Quand ça c'est arrivé, tu l'as gardé pour toi? Ah, totalement, j'en ai parlé à personne. D'accord. Parce que j'ai toujours détesté attirer la pitié, même si c'est pas le terme, tu vois, mais alors non, ça aurait pu être de la compassion, mais je voulais pas qu'on s'attriste sur mon sort, ou le pauvre, ou surtout moi j'ai toujours été une personne assez joviale, tu vois, même à l'école j'étais celui qui faisait rire, j'étais celui, surtout au lycée, tu vois, et j'étais le bon élève, mais malgré tout j'étais pas, enfin j'étais au premier rang, mais je participais à l'oral vraiment constamment, positif ou négatif, mais je participais, tu vois, et je suis resté dans cette posture, dans cette carapace.
Donc quelque part, tu avais une sorte de rôle Ouais. en cours, Ouais. quelqu'un de jovial, C'est qui ça. faisait des blagues et tout, C'est ça. et tu t'es un petit peu enfermé dans ce rôle-là. C'est exactement, je suis resté là-dedans et je l'ai peut-être limite surjoué pour cacher en fait peut-être la vérité. Tu vois? Parce que tu restes là-dedans, tu te dis attends, j'ai pas envie qu'on ait pitié de moi, ou j'ai pas envie. Tu vois, je voulais pas que ce soit intrusif en tous les cas, et même les gens comprennent pas. Parce que tant que tu le vis pas, tu le comprends pas. C'est vrai. T'as beau avoir de la sympathie, t'as beau avoir de la compassion, tant que tu n'es pas passé par là, tu peux imaginer la peine, tu peux imaginer la douleur ou l'état d'esprit, mais malgré tout, tu ne le comprendras pas tant que ça ne t'est pas arrivé, donc une épreuve similaire à laquelle je ne souhaite à personne, mais tu comprendras pas. Donc ça servait à rien, ça servait à rien. Parce que je me souviens qu'un jour, j'en avais parlé à mes proches amis. Donc finalement, t'en as quand même parlé. Un de mes amis qui était avec moi au quotidien, mais j'en ai parlé, mais et c'est pas de sa faute, mais on en a parlé 2 minutes, mais juste après, il est passé sur quelque chose de futile, mais d'une futilité incroyable, tu vois. Et ça m'a mis une baffe en mode, tu vois, même si t'en parles, les gens comprennent pas. Et le fait que juste après, il enchaînait avec, je sais même plus de quoi il a pu me parler, mais je me suis dit, mais le mec, il a pas compris en fait, que je m'en fous entre guillemets de ce qu'il peut me dire juste après, parce que moi, mon cerveau, mon état d'esprit, il est coincé que sur ça, tu vois. Et limite, c'était l'objectif de vie, tu vois. Bien sûr. Quand tu sais que la vie de ta mère elle est menacée, les réflexes naturels, l'instinct, du coup c'est l'instinct de survie limite, tu vois, et tu te mets en stand-by. Et là je me suis mis en stand-by, donc fin de terminale. J'avais même pris mes billets pour partir en vacances au Maroc, du coup. Pareil, première fois de ma vie que je ne partais pas au Maroc en été, tu vois. Et pareil, tout l'été, ça s'est enchaîné, opération, un médecin et compagnie. Donc même ça, tu vois, voilà. Et comme je disais, pourquoi tu pars pas, je dis non, je reste travailler, etc. Alors que non, c'est pas vrai, c'est juste que c'était pour rester avec ma mère. Pour rester avec ta maman. Et sachant que mon père lui était parti, parce qu'il devait partir, donc il est quand même parti au Maroc, mais il est parti avant qu'on ait les résultats d'une biopsie, etc. Donc il s'est retrouvé coincé là-bas quand on a vraiment su qu'il était malade, tu vois. Et il pouvait pas revenir avant, parce que s'il revenait avant, ça aurait inquiété tout le monde au Maroc, tu vois. C'est-à-dire que même ça, au niveau de familial, On l'avait dit à personne. c'était un choix. Ouais. Oui, parce que tu sais, quand les gens sont loin, ils s'inquiètent pour toi. Ok. Et l'inquiétude est exacerbée par la distance. Ce qui fait que tu peux pas gérer 2 fronts. Tu peux pas gérer et la maladie de ta mère et la famille. Et limite, c'est peut-être un tort, même si je pense que je réagirais de la même manière encore. C'est que limite, j'étais froid avec la famille en mode j'ai pas le temps de m'occuper de vous. Gérer vos émotions, j'ai pas le temps de m'occuper de vous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'étais focus sur. C'est qu'au début, je prenais sur moi. Mais à un moment donné, quand les gens. Et c'est de l'inquiétude, ce qui est normal, hein, mais tu peux pas. En fait, prenez sur vous votre inquiétude et votre peur. Mais moi, je suis dans le réel, je suis dans le concret, je peux pas m'occuper des deux, tu vois. Donc, je préférais focaliser mes forces sur ma mère, sur ses traitements, sur les médecins, sur l'hôpital, plutôt que sur eux. Voilà, ils sont loin, bah écoutez, voilà, on leur donnait des news quand on pouvait, mais j'avais pas le temps de m'occuper d'eux, tu vois. Donc voilà, donc déjà ça c'était terminale de première, et du coup ça s'est enchaîné sur toute la terminale, où là effectivement j'ai limite mis en stand-by, même si franchement c'est prétentieux, mais j'avais de très bonnes notes à l'école. Même en ayant raté la moitié de l'année de terminale, parce que du coup ma mère devait aller à l'hôpital tous les jours pour ses traitements. Donc soit elle était hospitalisée, c'était des cycles, soit elle était hospitalisée ou soit elle devait y aller tous les jours pour des rayons. Et du coup tous les après-midi moi je l'accompagnais, tu vois. Et j'étais obligé, enfin j'étais pas obligé mais je le faisais. Bien sûr. Et du coup les après-midi je loupais et ça paraît au début avec le CPE au lycée, c'est pas de sa faute. Mais j'avais dit que ma mère était malade, mais j'étais pas rentré dans le détail, parce que pareil, Ouais, t'étais resté en surface. pour pas attirer la pitié, la sympathie, ou pour pas jouer de ça en fait. Bien sûr. Pour pas jouer de ça. Je me suis toujours refusé de jouer sur ça pour faire pitié, pour attirer, non, jamais. Et du coup, il comprenait pas, il envoyait des courriers, mais mon père il ouvrait les courriers, mais oui, tu vois, il savait. Et un jour par contre, j'ai pété un câble parce qu'il a appelé au téléphone, tu vois, et c'était ma mère qui avait répondu. Après, elle lui a expliqué. Elle dit oui, effectivement, enfin, mon fils ne ment pas, il est avec moi à l'hôpital, il fait des allers-retours, etc. Mais je l'ai mal pris. Mais un truc de dingue. Mais bon, c'est peut-être de ma faute, j'aurais peut-être dû communiquer parce qu'il était dans son rôle. Bien sûr, il faisait son travail. Et justement, c'est peut-être intéressant qu'un CPE s'intéresse autant à toi, qu'il fasse attention. Bah, je pense qu'il a dû sentir que quelque chose n'allait pas, tu vois. Mais il trouvait ça aussi peut-être assez paradoxal et je sais que ça a agacé aussi beaucoup d'élèves parce que j'étais délégué en plus. Et ça est-ce que j'étais délégué en terminale? Enfin bref, je sais plus. Mais je sais que même en conseil de classe, ça agaçait beaucoup les profs parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais de si bons résultats, mais qu'en même temps, je ratais beaucoup les cours. Et du coup, je passais pour le mec qui s'appuyait sur ses acquis, tu vois, et ça les agaçait. Alors que moi, c'est juste que je voulais pas rentrer dans l'art et leur dire non, mais c'est parce que ceci, cela, j'entrais pas. Et quand le CPE, à un moment donné, j'étais obligé de fournir en fait des attestations de présence. À chaque fois que je partais à l'hôpital,
je demandais des attestations de présence et que je mettais avec mon bulletin Bien sûr. d'absence. Et du coup, quand il voit l'hôpital et un hôpital en service et un service en Bien particulier, sûr. il comprend, tu vois. Et je l'ai su qu'après, et j'en ai un peu voulu, c'est que du coup, il l'a communiqué au prof, il l'a dit au professeur. Les profs me l'ont pas dit, je l'ai su que par la suite, mais ça, j'en ai voulu. Parce que moi, j'ai jamais voulu jamais voulu avoir un traitement de faveur. Ouais. Tu vois, jamais, j'en avais pas besoin. Et même si je pense que je n'ai pas eu de traitement de faveur malgré tout, Tu n'en as pas eu, c'est juste je n'en ai que pas eu, mais peut-être que lui, il a fait son rôle pour Il a- prévenir les professeurs pour que pas que justement, tu as dit que ça agaçait. c'est ça. Et en plus, il leur a dit de garder ça secret, de ne pas te tenir informé. Pour Ouais, mais que malgré tu tout- restes dans ta ligne de conduite. Non, mais je suis d'accord, Et il a été dans son rôle avec du recul. Maintenant, c'était tu sais, quand tu as 17 ans, parce que j'avais 17 ans à l'époque, tu vois pas tout ça, tu vois pas tout ça. Et en plus, comme du coup, tu es dans un environnement assez tendu, tu vois, malgré tout, t'es focus. Et du coup, peut-être que tu perçois des choses de manière agressive alors qu'elles ne le sont pas. Tu vois, tu peux être maladroit dans tes réactions, dans tes comportements. Et ça, voilà, ça peut être mal interprété, mal perçu alors que ça ne l'est pas. Donc aujourd'hui, avec du recul et en ayant été surveillant et en contact direct avec les profs, les CPE, le proviseur, je me rends compte qu'il était totalement dans son rôle et au contraire, je l'ai trouvé même très compréhensif, mais avec du recul. Bien sûr. Avec du recul. Et ce qui est flagrant, c'est que tu as été très terre à terre. Tu vois, il y a deux options. Soit tu prends la fuite, C'est ça. soit tu affrontes. Et toi, tu as choisi d'affronter ça. Et très vite, tu as compris que c'était grave et qu'il fallait que tu sois présent. Bah, si tu veux, bah, c'est binaire. C'est soit effectivement, tu paniques, tu pleures, tu dis qu'est-ce que je fais, tu vois, Bien sûr. ou soit tu attaques. Ou alors tu as les deux phases, mais tu as d'abord la phase de choc, d'accord, où peut-être là t'es pas bien, effectivement tu pleures toute ta vie, mais après tu as la phase d'acceptation. Et là, la phase d'acceptation, c'est effectivement soit tu te mets en mode dépressif, et c'est pas un reproche hein, pour ceux qui ont cette phase-là, tu vas en recul et tu te dis. Bon bah vas-y c'est comme ça, avec ce que je vais faire, ou soit tu te dis bah écoute c'est là, faut attaquer en fait, t'as pas le choix, parce que si tu le fais pas, personne ne le fera, n'ayez pas peur c'est une porte qui a claqué, personne ne le fera. Et effectivement de manière inconsciente, parce que je l'ai pas, je pense que c'est mon caractère peut-être, je sais pas, on a attaqué ça de front, et on a essayé de faire en sorte que ça aille, sachant que, aussi un petit reproche au corps médical, même s'ils voilà, ils sont bien, Bien sûr. à l'époque tu vois j'avais 17 ans, et quand le médecin te dit après la première opération de biopsie et tout, il te dit bon bah on verra, potentiellement elle a que quelques mois à vivre. Je te dis ça dans une salle d'attente comme ça, tu prends une baffe. Et c'est peut-être ça qui m'a mis le déclic. Tu vois, c'était à l'été justement entre ma première et ma terminale, c'est peut-être ça qui a mis le déclic. Et qui m'a dit en fait tu peux pas dire ça à un adolescent de 17 ans. Là, tu étais déterminé. Ah mais là en fait, je me suis dit mais t'es qui toi? C'est sûr, t'es qui pour, même si elle était dans son rôle, hein, elle faisait son boulot, mais je lui dis, mais t'es qui? Déjà, tu me dis ça. Puis bah, du coup, pour toi, c'est une patiente lambda. C'est limite comme si tu cherchais pas de battre, tu vois. C'était une aide-soignante ou une infirmière, c'était même pas le médecin pour le coup. Une interne, c'est une interne. Et j'avais hyper mal pris. Et ça m'avait donné la niaque pour justement attaquer. Et du coup, à la suite de cela, toute l'année, on a attaqué les traitements. Ma mère était très courageuse. C'était pas facile pour elle. Parce qu'on pense à nous, mais en fait, il faut aussi savoir se mettre en recul en se disant c'est pas facile pour nous, mais la vraie personne malade, c'est la personne qui est malade. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est même si oui, c'est difficile et tout, mais c'est elle qui est malade, c'est pas toi. Donc prends sur toi, tu souffriras après. Tu as tes crises de soupape. Tu vois, il faut savoir de temps en temps déclencher la soupape, mais pas devant la personne malade et après. Après, chacun a son caractère. Certaines personnes, c'est maintenant, c'est après, c'est pendant. Chacun est différent et chacun accepte les choses de sa propre manière. Donc, j'ai pas été exemplaire dans la chose, pas du tout. Mais moi, je raconte en tout cas mon vécu à ce moment-là. Bien sûr. Effectivement, pour synthétiser, année de terminale, quasiment tous les jours hôpital, pas révisé le bac, révisé le bac la veille pour le lendemain. Et franchement, j'ai été fier d'avoir mon bac avec mention. Et même mon CPE avec que je ne pouvais pas saquer, lorsqu'il m'a donné le carnet de notes avec validé, il m'a dit mérité, tu vois. Et là, je me suis dit putain, même si je t'aimais pas, tu vois, le fait qu'il me dise ce mot-là, et à côté, il comprenait pas, tu vois, il se disait mais pourquoi il dit ça lui? Mais lui et moi, on savait, et du coup, je dis ah ouais, cool. Et la fin est heureuse, hein, puisque ta mère s'en est sortie, et ça, tu peux être fier de ton rôle, hein, puisque tu as joué un rôle majeur, ça c'est clair et net, puisque l'aspect psychologique est très important, même si on ne maîtrise pas tout dans ces maladies-là. Et justement, c'est le moment qui est le plus bas dans ta ligne de vie.
mais tu as développé beaucoup de capacités là pour faire face à ça, faire face à ces moments difficiles. Ouais. On voit que tu t'es responsabilisé. Et en fait, tu grandis une nouvelle fois, tu vois, quand je parlais de l'embauche de famille, ça peut paraître superficiel, mais ça m'a sorti du monde de l'enfance, tu vois, et ça m'a sorti du monde de l'adolescence. Et à cet âge-là, déjà, tu as tes problématiques d'adolescent. L'adolescence, on est souvent dans un mal-être, c'est normal, c'est la crise, voilà, tu te poses des questions existentielles qui ne le sont pas, avec du recul, tu rigoles, tu dis pourquoi lui ne me parle plus, pourquoi elle ne me parle pas, nan, tu vois. Et effectivement, je suis sorti de ce mood-là, même si malgré tout, tu y restes parce que tu es un adolescent, il ne faut pas l'oublier, tu vois ce que je veux dire. Mais tu restes au-dessus. Et c'est pour ça, du coup, tu prends en maturité d'un coup, parce que lorsque tes copains-copines te racontent leur vie, et tu es là, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Mais en fait, à l'intérieur, tu te dis, mais si vous saviez mes problèmes, tu te dis, mais ça vous passerait au-dessus, tu vois. Et même si tu leur racontais, ils ne le comprendraient pas, comme je disais auparavant. Ouais. Quand tu ne le vis pas, tu vas y penser 2-3 minutes, tu vas dire, oh le pauvre. Mais déjà, oh le pauvre, ça ne m'intéressait pas. Mais au-delà de tout ça, tu vas rentrer chez toi, tu vas fermer, tu vas prendre ton téléphone, tu vas regarder la télé, tu vas penser à autre chose. Alors que moi, non. Enfin, moi, même je regarde la télé, non, c'était là, c'est ton quotidien. Ouais, Tu te lèves le matin, tu as ça, le soir, tu as ça. C'est comme ça tout le temps. Et tu prends en maturité et tu développes un instinct de survie. Et cet instinct de survie-là que j'ai développé grâce à ça, je pense que c'est ce qui m'a donné la force pour tout attaquer par la suite. Dès qu'on me disait non, le mot non, je ne le connais pas. Tu vois, moi, tu me dis non, ça me motive pour y aller, tu vois. Et lorsque d'autres choses sont arrivées dans ma vie où on me disait non, je dis bah comment ça non, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que parfois on prend ça pour de l'arrogance. Ouais. Mais c'est pas de la, enfin ça peut paraître comme de l'arrogance, mais non, c'est plus une force en fait, c'est de la pugnacité, de la ténacité qui fait que même si tu me dis non, je sais que tu n'es pas le maître à 100%, tu vois. Petite anecdote, rien à voir, mais lorsque j'ai fait un BTS banque, puis une licence AES et je voulais passer en master finance. Et de licence AES à master finance, on m'a dit c'est pas possible, c'est pas les mêmes piliers, c'est pas possible, c'est pas les mêmes matières. Je dis ouais, mais en BTS j'ai fait de l'économie, ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Je demande à tout le monde, ouais, est-ce que tu sais, c'est pas possible. Partir vers les profs, c'est pas possible. Ce que j'ai fait, à la sortie du cours, j'ai regardé le directeur du master et j'ai été le voir directement. Et il m'a dit écoutez, franchement, c'est chaud, mais voilà, j'ai argumenté. Et j'étais le seul, on était peut-être 15 personnes en licence AES à candidater pour aller en master finance, BFA. J'ai été le seul à avoir été pris. Alors que eux avaient fait peut-être de la macroéconomie, de la microéconomie, chose que je comprenais même pas, micro, macro, je ne connaissais pas, tu vois. Et j'ai été pris parce que j'ai été pugnace. Et ça, tu vois, c'est la conséquence du comportement que j'ai acquis, tu vois, lors peut-être de la maladie de ma mère. Parce que quand le médecin, enfin l'interne m'avait dit, écoutez, on vous donne quelques mois, j'ai dit, mais en fait, t'es personne, tu peux pas, tu vois ce que je veux dire. Même si oui, elle a la science, elle a tout, d'accord, mais les miracles existent, d'accord. Et je sais que le cerveau humain, il est très très fort et ça peut te pousser à faire des choses que le corps ne comprend pas forcément, tu vois, ou que le corps scientifique ne comprend pas, mais on le fait et on arrive à certains résultats. Donc moi, je sais que quand tu veux vraiment quelque chose, à l'impossible, nul n'est tenu, néanmoins, tu peux dépasser les attentes et tu peux, voilà, il faut y aller. Il y a deux choses que tu révèles qui sont très intéressantes. Déjà, c'est des croyances. Et la raison, Samy, dans le fait que des croyances aidantes peuvent vraiment agir sur ta psyché, en fait, sur ton... Ça. Et même au niveau de ton corps. Et c'est vrai que là, c'est aussi ça l'objet de ce podcast, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de personnes avec des croyances limitantes. Et à cause de ces croyances limitantes, ils ne vont pas entreprendre. Et le but, justement, le fait que j'ai rencontré plein de personnes comme Samy a son parcours, mais avec un parcours assez exceptionnel, bah, ça montre que d'avoir des croyances aidantes, ça peut te permettre de t'en sortir. Et c'est bien que tu le relèves ici. Et un autre point aussi que je voulais souligner, c'est le regard que l'on peut avoir parfois sur toi, cette forme d'arrogance. Vous voyez, en fait, c'est comme un objet. Si tu regardes un objet que d'un seul endroit, tu vas croire peut-être qu'il est carré. Mais si tu regardes de plusieurs endroits, c'est ce qu'on appelle un regard holistique, et bah là, tu vas te rendre compte que il est différent. Ça veut dire que quelqu'un que tu peux trouver arrogant, si tu regardes d'une autre manière, comme là, vous le voyez d'une certaine facette, Samy, qui ne montre pas souvent, et on comprend en fait. On comprend ce comportement qui peut paraître arrogant, mais en fait, non, tu as ton histoire. Et ton histoire, elle explique bien ce comportement que tu as. Ah, mais je suis un peu arrogant. Peut-être, mais en tout cas, on compare l'histoire de ta vie, on comprend totalement. Ouais. Donc merci en tout cas d'avoir... Ouais, vas-y, tu voulais... Tu parlais des croyances, effectivement. Quelles que soient les croyances, parce qu'en fait, nous, on n'est pas technicien. Tu vois, Romain, aujourd'hui, il aborde des termes qu'on ne connaît pas forcément. Tu vois, moi, j'ai jamais travaillé le comportement humain, le comportement du cerveau. Mais par contre, effectivement, il y a des termes qui reviennent assez souvent, qui sont les croyances limitantes. Tu vois. Et moi, ces croyances limitantes, je ne connaissais pas ce terme, mais je savais pertinemment que lorsqu'on me disait « tu ne peux pas »,
tu vois, bah ça, ou que toi-même tu te dis tu ne peux pas, c'est une croyance limitante, tu vois. Et quand on te demande pourquoi tu ne peux pas, parfois tu ne sais pas répondre, ou alors on va te dire oui, mais parce qu'on m'a dit, oui, mais parce que j'ai vu, oui, mais parce que j'ai lu. D'accord, ok, mais toi, t'as essayé ou pas? Ouais, mais non, ça sert à rien parce que. Pourquoi? Donc tu te limites. Et le cerveau, et c'est véridique, tu vois, moi ça m'est arrivé, tu te limites et le cerveau se limite. Alors que si tu te dis que c'est possible, ton cerveau, il est en mode free, et là, tu fais ce que tu veux. Moi, la prof, en master, lorsque j'ai été la voir, j'avais rien à perdre. Au pire, elle m'aurait dit non. Ça fait mal à l'ego, tu t'affiches, mais dans ce cas-là, tu vas lui demander discrètement ce que j'ai fait. Et même quand j'ai demandé, pour te dire, j'en ai parlé à personne. Parce que je me suis dit, déjà, je vais me griller, ils vont tous aller lui demander, donc c'est mort. Et après, je me suis dit, c'est rien, comme ça, au pire, elle m'a dit non, personne ne le saura, je serai comme les 15 autres, on m'aura dit non, tu vois. Mais faut pas se brider, faut pas se brider. Quand tu veux un truc et que tu te donnes les moyens, je sais que ça fait cliché de dire ça, mais aujourd'hui, je sais que tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie, pas grand chose non plus, hein, mais je l'ai eu parce que j'ai persévéré. Voilà, j'ai persévéré. Et comme quoi, il faut persévérer dans tout, dans tout, dans tout. Il ne faut pas laisser les gens autour de toi te dire tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Parce que parfois, même son entourage proche, famille, amis, ça peut être parfois pour te protéger. Te dire non, mais t'embarques pas là-dedans, tu vas foirer, prends une roue de secours, Bah, moi, de ce que j'ai appris de par mon parcours, c'est aie toujours un plan B. Tu vois, mais par contre, n'oublie pas ton plan A. Ton plan A, c'est vraiment ce que tu souhaites faire, c'est vraiment là où tu vas aller. Et effectivement, faut pas être obtus et se dire ouais, c'est ça ou rien. D'accord, c'est ça ou rien. Par contre, de manière factuelle, et ça c'est peut-être mon côté banquier qui fait ça, où je me dis toujours, il faut quand même avoir un plan B qui te dit voilà, tu as ça, prépare ça au cas où, c'est un mieux que rien, mais c'est un très bon mieux que rien. Mais par contre, ton plan A, tu joues à fond. Et tu joues à fond, tu n'as rien à perdre. Au pire, on te dira non. Voilà. Au pire, on te dira non. Au pire, tu vas investir quelque chose, tu vas perdre de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. C'est facile à dire, mais l'argent, ça va, ça vient. Demain, tu es pauvre, demain, tu es riche, demain, tu es pauvre. Tu es en bonne santé, demain, tu es malade et vice-versa. Tout va et vient dans la vie. Donc, voilà. Excuse-moi, je me suis. Non, t'as raison, t'avais un message à faire passer, tu l'as bien fait passer. Donc là, après, on continue à avancer sur la ligne de vie. Tu l'as évoqué, donc il y a eu ce moment que tu as mis assez haut, c'est le bac. Hein. Donc pour toi, c'était vraiment une. Bah, c'était en parallèle en fait, parce que du coup, c'était assez difficile de partir à l'hôpital quasiment tous les jours, de ne pas avoir le temps de réviser du coup, parce que mine de rien, tu n'as pas la tête là-dedans, mais l'avantage que j'ai, c'est que moi j'ai une mémoire auditive. Et c'est pour ça que je me mettais tout le temps en premier rang et que je participais. Et du coup, je prenais les cours comme de la discussion, tu vois, c'était une manière pour moi d'apprendre. Lorsque le prof disait quelque chose, je posais une question, même si je connaissais la réponse, mais une fois que tu vois la question à l'examen, tu dis ah oui, c'est lorsque j'ai demandé ça au prof et le prof m'a répondu. Exactement, tu te crées tes souvenirs. Et je lui dis ah oui, bon, le prof m'a répondu ça, donc ouais, c'est ça. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une facilité à l'école. Et lorsque j'ai eu le bac, je me suis dit, bah, regarde, il y a une justice. Parce que je me suis dit, regarde, j'ai galéré cette année, mais c'était pas de ma faute. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de ma faute. C'est pas de la faute de ma mère non plus, mais voilà, c'est la vie qui fait ça. Et je me suis dit, bah, malgré tout, j'ai eu le bac. Et c'est pour ça que c'est comme si pour moi, c'était une récompense. Tu vois ce que je veux dire? En me disant, regarde, j'ai galéré et tout, mais il y a un peu une justice, et j'aurais pu ne pas l'avoir le bac. Et si je l'avais pas, j'aurais pas mal vécu. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, bah, c'est pas grave parce que je sais qu'au fond de moi, c'est pas de ma faute. Tu vois? Bien sûr. Je me serais dit, c'est pas de ma faute, voilà, le contexte a fait que. Donc même si je l'avais pas eu, je me serais dit, ah, putain, t'es nul. Non. Surtout qu'il y en a pas encore redoublé, j'ai redoublé ma seconde, donc ça arrive et parfois ça te fait même du bien, tu te remets en question. Mais voilà, j'ai eu mon bac, j'étais content, c'était pour moi une récompense divine, peut-être de mon implication avec ma mère, même si pour moi c'était un dû, hein, c'est pas un service que je lui rendais, pour moi c'était un dû. Donc voilà, donc le bac je mets aussi haut, donc peut-être un peu moins haut, mais effectivement c'est voilà, le yin et le yang, ça a peut-être contrebalancé un peu, même si c'est pas la même intensité. Et puis bah, donc après ce bac, les années passent, et puis bah, tu as ce poste de surveillant, donc à Jean-Jacques Rousseau, Argenteuil. C'est ça. Où tu as passé 4 ans, je crois. 4 ans, 4 années. Ouais. 4 années, tu l'as mis dans ta ligne de vie. Ouais, totalement. Parce que après, moi j'ai fait un BTS banque, et après j'ai pris une espèce d'année sabbatique, justement, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me inscrit à la fac, mais j'avais pas beaucoup, comme beaucoup de personnes. Et j'avais besoin de faire un peu en focus sur savoir dans quelle direction j'allais. Et je cherchais un boulot, tu vois, comme ça. Et moi déjà à l'époque mes surveillants m'avaient un peu marqué quand j'étais au collège. Ils m'avaient un peu marqué et même au lycée d'ailleurs je m'entendais super bien avec eux et tout. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours un peu attiré. Je me suis dit bah vas-y pourquoi pas. Et du coup je suis allé là-bas. Ça s'est fait très rapidement. Madame Scoy, Madame Lézor, voilà, je vais citer vos noms. J'ai été très bien accueilli. J'ai été surveillant la première année, ça s'est très bien passé. Les 4 années sont très bien passées en soi. Mais pourquoi je l'ai mis, c'est parce que
en réaction humaine, en interaction humaine, ça a été incroyable. Parce Ouais. que tu es de l'autre côté de la caisse, tu vois, de l'autre côté du bar. Quelques mois avant, tu es élève, et là, tu fais partie du corps éducatif, tu vois. Et tu te dis, tu es de l'autre côté, quoi. Les profs, c'est tes amis. Tu vois, tu n'es plus en opposition avec les profs, les profs, c'est tes amis. Tu es en soutien. Et d'ailleurs, enfin, je réfléchissais déjà à faire prof auparavant, et ça avait appuyé mon envie d'être prof un jour. Et c'est là que je me suis dit quand même, l'enfance et l'adolescence, parce que c'était un collège, mais les enfants sont adolescents de plus en plus tôt, c'est incroyable. Il y a des enfants que tu rencontres qui te marquent à vie, tu vois. Et encore aujourd'hui, je rencontre parfois d'anciens élèves, et toi aussi, parce que j'étais surveillant avec lui du coup, que un an, ensemble. Un an, ouais, un an. Ouais. Un an. J'ai l'impression que tu étais là avec 4 ans. Et tu rencontres des gens qui te marquent, qui te donnent, et tu leur donnes également, tu vois. Et ça m'a beaucoup plus marqué que, tu vois, j'ai été banquier par la suite, dans 2 banques différentes. Et mon expérience en tant que surveillant m'a plus marqué professionnellement parlant que mon rôle en tant que banquier. Donc c'est pour ça que je le mets aussi très haut, parce que ça a été pour moi un métier qui a du sens. Qui a du sens parce que C'est vrai que quand on dit surveillant, ouais, c'est limite péjoratif, c'est beaucoup pensent que c'est un passe-temps, mais pas du tout. Après, chacun voit ça à sa manière. ça dépend aussi de la manière dont tu le fais. Oui, après, je dis pas que j'étais parfait, pas du tout, hein, Personne n'est parfait. tu te donnes, et en fait, ces enfants, ils sont tellement, au-delà de la recherche d'un modèle, ils sont tellement, en fait, dans l'attente qu'on leur donne des choses Ouais. que tu es obligé de leur donner, tu vois. Et tu sais que ce que tu leur donnes, ça a de l'impact sur eux. Donc, tu sais que tu essayes de donner au mieux. Et on a tous fait des choses qui dépassaient même notre rôle de surveillant, tu vois. Je me souviens qu'un jour, il y avait une bagarre à la fin de l'école. Et c'était après. Et moi, je l'avais entendu, tu vois. Et cet élève-là, je l'avais pris en voiture, je l'avais déposé chez lui, sinon il se serait fait massacrer, tu vois. Et quelque chose comme ça, en fait, tu dis que si tu n'avais pas été là, et c'est pas le rôle du héros, du sauveur, hein, pas du tout. Mais c'est juste que tu dis que c'est des choses que tu fais, que tu as pu faire grâce à ce métier. Si tu n'étais pas là, il se serait fait déchiqueter, on lui aurait cassé la mâchoire, il serait à l'hôpital handicapé, tu sais pas. Bien sûr. Donc peut-être qu'il aurait répondu, que ce serait parti plus loin, etc. Et c'est des choses qui font que, voilà, c'est des moments importants que tu gardes, qui te font grandir aussi. Et c'est là que tu vois que ça donne aussi sens à ta vie, à ce que tu fais. Tu vois, parce que tu as besoin de donner sens à certaines de tes actions. Et là, tout ce qu'on faisait au quotidien, au-delà des heures de colle qu'on aurait pu donner, ou ça avait quand même un certain sens parce que tu sais que ça avait un impact sur la vie de la personne, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai mis très haut. Ok, bah merci à toi pour ce partage. Donc, surveillant qu'on appelle assistant d'éducation. Et là, pour le coup, C'est ça. tu étais vraiment dans ça. Et puis après, bah, ça se poursuit. Et puis, en contrepartie, puisque tu as eu le BTS aussi. C'est ça, donc juste avant en fait, surveillant, je l'ai en fait en même Ouais, temps, ok. c'est que j'ai eu le BTS, et pareil, c'était une concrétisation parce que c'était hyper dur. Vraiment, c'est pour ça que je suis fier d'avoir mis. Et tu vois, j'ai mis BTS et j'ai pas mis master, C'est vrai. tu vois. Et c'est volontaire parce que le BTS, j'ai trouvé ça hyper difficile. Et c'est pour ça que le fait d'avoir fait un BTS et d'avoir continué ensuite en université, je me suis dit, mais en vrai, enfin, vous savez pas, BTS c'est beaucoup plus dur que la fac. Parce que tu es dans un système encore très lycée, très truc, donc beaucoup de suivi. Donc ouais, je suis très fier d'avoir obtenu, c'était pas facile, je suis très content. Donc ouais, très satisfait de moi pour le coup. Il ne faut pas rougir de ses succès. Donc je ne rougis pas de ce succès. Et du coup, oui, le BTS, ouais, donc moment très important. Ouais. Et bah après, tu as mis un autre événement important qui est Quoi très haut justement dans ta ligne de vie. Hein. C'est la naissance de mes nièces. tes nièces. Ouais. Ouais. J'ai mis mes nièces parce que là, tu vois, on est sur tu vois, on parle de travail, qui est très important aussi. Mais on n'oublie pas les fondements. Tu vois, tout comme j'avais mis la maladie de ma mère très bas, tout comme la naissance de mes nièces très haut parce que moi je connaissais pas ça, tu vois. Bien sûr. Frère, sœur. Et là, quand tu as ta première nièce qui arrive, c'est comme ma fille. Et tu l'as vécu aussi, tu vois. Bien sûr, c'est clair. C'est comme ma fille, c'est un nouvel être, c'est incroyable, c'est incroyable. Surtout que tu es assez proche de ta sœur. Ouais, mais au-delà de tout ça, c'est qu'une naissance, un bébé, tu sais, c'est toujours. Ben voilà, quoi, j'ai très bien vécu, ça a été un élément vraiment qui m'a marqué et limite qui consolide aussi une famille, tu vois. Et pour le coup, ouais, ça m'a marqué, je le mets très haut. Et justement, une deuxième, voilà. Et justement, dans ta vie, alors qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de tes nièces? Tu prends aussi un peu plus le sens des responsabilités, tu vois. Parce que même si c'est pas ton enfant, c'est ta nièce, mais comme je l'avais très souvent, tu vois, tu sais que tu es responsable. Tu es responsable d'un enfant. Et ce que tu fais, tu ne fais pas, ça a un impact direct sur la vie d'un enfant. Et du coup, c'est là que tu vois que
il faut pas faire n'importe quoi. Tu vois, ne serait-ce que lorsque j'allais faire des courses et que j'apprenais avec moi, et dans ta voiture, tu sais que tu vas pas conduire de la même manière. Ah, donc dans ta conduite, c'était différent. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est personnellement qu'un stop, tu vas peut-être pas faire le crocodile, c'est les 3 secondes quand on te dit où il faut t'arrêter au stop. Non, là, tu vas t'arrêter gauche-droite et tu vas y aller. Donc ça te change en comportement aussi. Yes. Et puis, bah, du coup, après, ta vie continue. Ouais. Et puis, bon, tu as eu tes expériences, bien sûr, Ouais, professionnel, professionnelles. lancé, Tout se passe bien. c'est ça. Voilà. Et un autre événement vient bousculer ta vie. C'est ça. C'est la maladie de ton père. C'est ça. Maladie de mon père, pareil, qui tombe aussi gravement malade. Après, tu verras que je l'ai pas mis aussi bas que ma mère. Justement, ouais, J'anticipe ta question. exactement. Et j'ai pas mis aussi bas, pourquoi parce qu'en fait, comme j'ai appris de la première expérience, tu sais mieux gérer normalement les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça a été juste un bis repetita. C'est-à-dire que du coup, je l'ai pris rendez-vous dans le même hôpital, dans les mêmes traitements, etc. Et comme tu connais, malheureusement, tu vois, mais c'est un mal pour un bien, tu connais, du coup, tu es moins dans le stress, tu es moins dans la peur, tu es moins dans le... Parce que, pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu ne connais pas. D'accord? Quand tu ne connais pas, forcément, tu te braques, tu as peur. Et donc, quand c'était la première fois, tu es avec ma mère, si tu connais pas, donc tu paniques. Et c'est pour ça que Google était ton ami, tu vois, et d'ailleurs, les médecins détestent ça. Mais Oui, parce que parfois, tu vois des choses. exactement, tu vois des choses, mais ils te disent non, mais il y a Google, c'est comme moi, quoi. En banque, quand on me dit ouais, mais j'ai lu sur Internet. Non, mais non, il y a Internet et il y a moi, j'en fais. Je suis dedans du matin au soir, donc fais-moi confiance. Donc les médecins te disaient la même chose. Et là, du coup, avec mon père, effectivement, je l'ai mis moins bas parce que comme je savais quelle direction prendre et comment suivre les protocoles, comment suivre, bah, limite, les rendez-vous médecins, c'était. Une fois que le protocole était établi, oui, t'y allais, mais tu sais déjà comment ça se passe. Du coup, c'est un moment marquant, mais tu es content de l'appréhender d'une manière différente parce que justement tu as appris de ta première expérience. Tu vois. Donc c'est là que tu vois que ton passé te forge de manière positive ou négative, mais même le positif, même le négatif est bon à prendre parce que tu ne reproduiras peut-être pas les mêmes erreurs que la première fois. Tu vois. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en l'occurrence cette fois-là, c'est-à-dire ne pas m'enfermer dans une coquille où tu es que dedans, que dans la maladie, la maladie, la maladie. C'est qu'en fait il faut que tu sois dans la maladie parce que tu n'as pas le choix, mais c'est un fait. Il faut que tu continues à vivre malgré tout. Il faut que tu continues à vivre malgré tout. Tu ne peux pas te permettre de te mettre encore une nouvelle fois en stand-by pendant 1 an, 2 ans, parce que tu es dans un environnement où tout bouge. Et tant que tout bouge, tu ne peux pas te permettre de t'arrêter, c'est pas possible. Les gens à côté de toi ne vont pas t'attendre non plus. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je vais peut-être un peu moins bas, en intensité en tous les cas. Et donc là, on voit clairement que, tu le dis bien, derrière chaque mal se cache un peu de bien. Et on Ouais. voit même que les expériences où il y a beaucoup de peur, où on a tendance à pas y aller, le fait d'y aller, après tu vis les choses de manière différente, même si ça reste un moment difficile, bien sûr. C'est ça. En fait, ce que je retirerais moi de ces expériences-là, de ces 2 expériences qui sont la maladie, après chacun ses expériences, ça peut être la maladie, chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que moi, je peux voir ça d'une certaine intensité. D'autres te disent non, mais c'est moi qui suis malade, donc pour moi, c'est d'une intensité supérieure. D'autres, chacun a ses problèmes. Donc il n'y a pas de hiérarchie des problèmes. Tu vois, il n'y a pas de plus grave, moins grave, parce que chacun perçoit les choses de sa manière et les gens ne vont pas réagir de la même manière que toi face à certains problèmes auxquels toi, tu aurais pu bien réagir ou pas. Donc vraiment sur ça, je vais être très clair. Il n'y a pas de hiérarchie des problèmes. Et il ne faut pas essayer de transposer sa réaction, son comportement auprès de quelqu'un d'autre. Tu vois, moi j'ai fait comme ça, donc fais comme ça. Non, chacun réagit différemment. Mais ce qu'il faut en retirer, d'après moi, de mon point de vue, de mon expérience, c'est qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu ne peux pas les maîtriser. Tu ne les maîtrises pas. Tu n'es pas maître de ton destin sur certaines choses, tu vois, qui sont exogènes. Tu as 2 solutions. Soit, effectivement, tu craques et tu te dis, ouais, merde, alors comment je vais faire? Ou soit, tu combats. Tu peux faire les deux de manière simultanée. Tu peux craquer au départ, tu peux combattre, tu peux craquer en cours de combat, tu as le droit de craquer, c'est totalement normal, tu es un humain, tu es faillible par définition. Mais tout ça pour dire que, au final, il ne faut pas lâcher prise parce que ça ira mieux après, en fait. Tu sais que demain est un autre jour et toutes les situations ne sont pas là pour perdurer. Même si tu te dis, mais tu es dans un trou noir, tu tombes, tu te dis, mais purée, mais comment je vais faire? Mais d'autres personnes ont fait avant toi. Et d'autres personnes feront encore, tu vois. Bien sûr. Et ce qui fait que, quels que soient tes problèmes, c'est dur sur le moment, mais ça va passer. Ça fait mal, mais ça va passer. Et dès lors que tu sais que ça va passer et que tu te mets un peu en mode survie, parce que moi je m'étais mis en mode marche forcée, tu vois, parce que tu n'as pas le choix, parce que tu ne peux pas te permettre de tomber parfois, parce que si tu tombes, d'autres personnes vont tomber, tu vois. Donc tu te mets en mode marche forcée, en mode soldat. C'est dur, mais tu te mets en mode soldat.
tu fais un point, tu mets stop, tu mets pause, tu fais un check-up sur ton environnement et tu prends ce qui essaie de faire du bien. Moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, je m'étais grave. J'étais devenu limite un peu introverti et je m'étais mis dans des séries, tu vois. Et les séries que je regardais, c'était limite curatif pour moi parce que c'était ma seule bulle d'oxygène, tu vois. Parce que j'étais tellement là-dedans que c'était le seul moment où je ne pensais à plus rien, je pensais qu'à ça. À l'époque, c'était Smallville et Grey's Anatomy, c'était les deux séries que je suivais de ouf. Et je suivais même à l'époque où ça sortait au States avant en France. Donc je me cassais la tête pour le VOSTFR, trouvé sur Google, c'est pas comme maintenant, il n'y a pas Netflix et compagnie. Tu te cassais la tête sur les sites pirates et tout. Et limite, ça, c'était ma bulle d'oxygène. Donc, toujours se trouver une bulle d'oxygène, parce que sinon tu vas éclater forcément. Moi aujourd'hui, ma bulle d'oxygène, c'est de partir en week-end, en vacances, parfois seul. Je sais que j'ai besoin de ça, de me ressourcer, de me retrouver. Et c'est ce qui me permet de prendre de la hauteur. Et quand tu sors la tête du guidon, bah, tu dis ok, d'accord, un point sur la situation. Tu sors de la boxe et tu te dis ok, donc il y a ça, ça, ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Ça, ça, ça. Qu'est-ce que je ne peux pas faire contre ça? Je peux rien faire? Ok, on prend, on avance. Pour toi, là, c'est important de temps en temps de sortir un peu du quotidien comme tu fais là avec les vacances et de faire un check-up sur ok, ça va, ce qui va et ce qui va pas. Tu es obligé de le faire sinon tu ne tiendras pas. Tu craqueras. L'humain va craquer, l'humain est faillible. Parce que tu as beau prendre sur toi tant que tu veux, faire le bonhomme, tu es fort, t'es ce que tu veux, tu vas craquer, c'est humain. Tu vois ce que je veux dire? Après, chacun est différent, tu ne veux pas craquer devant les gens. C'est pas grave, c'est ton choix, tu as le droit. Ne craque pas dans les gens. Tu as le droit de t'enfermer dans ta chambre, de chialer, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais fais-le, en fait, juste fais-le. Tu vois, c'est comme souvent dans des deuils, on te dit pleure. Parce que si tu pleures pas, en fait, tu vas garder ça en toi. Et du coup, tu vas pas faire ton deuil très rapidement, tu vois. Et pleure, craque, surtout au début. Mais par contre, comme dans beaucoup de choses, à un moment donné, il faut trouver la force pour passer à l'étape au-dessus parce que sinon, tu te complais là-dedans et le train passe et les trains passent. Tu vois, que ce soit les gens qui sont autour de toi, dans ta vie au général, le monde ne s'arrête pas de tourner. Et c'est pour ça que je dis à tous, il faut trouver sa soupape de décompression. Quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien, prends-le, trouve-le. Tu as le droit d'être égoïste parfois. Parfois, tu as le droit d'être égoïste et te dire ça me fait du bien, donc je vais le prendre. D'un point de vue extérieur, on peut te dire attends, mais il est fou, mais pourquoi? C'est pas grave, c'est ton choix, t'assumes. Moi, je peux paraître égoïste sur certaines choses, mais c'est mon choix et je sais que j'en ai besoin pour mon équilibre, tu vois. Et que ce centième d'égoïsme que je prends pour moi, bah, en fait, c'est pour plus donner par la suite. Et si je ne fais pas ça, bah, je ne pourrais pas donner, tu vois, ou je n'aurais pas pu donner. Donc, il faut prendre du temps pour soi, c'est indispensable. Ça va mal, il n'y a pas de problème, c'est un fait. Dire ça va aller, non, ça va pas. Par contre, ça ira mieux, ouais. Par contre, éclate. Et quand tu fais tout ça, ben voilà, le monde continue à tourner. Il n'y a pas de raison pour que ça aille pas mieux. Et il y a quelque chose qui ressort, en tout cas dans tout ce que tu dis, c'est qu'on voit que tu as vécu des émotions fortes. Ouais. Mais là où, ce qui a fait que tu t'en sortes aussi, c'est dans ta manière de gérer ces émotions. Tu vois, par exemple, la tristesse ou la colère, c'est des émotions, on a l'impression que quand tu les évoques, tu les as pas refoulées. Tu les as acceptées pour après les utiliser à bon escient. Bah, je sais que j'ai déjà fait des accès de colère. Tu vois, je sais qu'au lycée, par exemple, je m'étais embrouillé avec une prof, mais un truc de malade. Elle m'avait mal parlé, mais en fait, c'était juste la goutte d'eau qui. J'avais peut-être besoin de ça inconsciemment, tu vois, pour crier. Et je m'étais embrouillé avec cette prof, mais elle n'avait pas compris. C'est ma prof de maths, la pauvre. Elle n'a pas compris. Elle m'avait dit un mot, et j'ai pris mes affaires, je suis sorti de classe et tout. Et elle voulait faire un rapport contre moi. Et elle était allée voir mon CPE de l'époque, et qui lui a dit écoutez, il n'est pas rentré dans les détails. Et je crois que c'est là qu'elle a su, du coup. Et moi, j'avais pas fait de lien, tu vois, mais c'est par la suite que je me suis dit, ouais, il y a peut-être un lien. C'est peut-être à cause de mes problèmes que j'ai éclaté. Donc, tu es faillible. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, malheureusement, tu vas mettre ta colère sur des gens qui ne sont pour strictement rien du tout. D'accord? Et la personne va te dire, mais pourquoi tu calmes tes nerfs sur moi? C'est pas de ma faute. Ouais, c'est pas de ta faute. Mais je me suis permis de le faire. Tu t'excuses par la suite, j'aurais pas dû, mais tu l'as fait, ça t'a fait du bien. Tu vois? Et du coup, tu apprends, peut-être par la suite, à mieux le gérer et à pas le refaire, mais essayer de ne pas le reproduire. Et même si tu le reproduis, c'est pas grave. D'où l'importance des soupapes que tu dis pour éviter d'en arriver à cette conclusion, on va dire. Totalement. Les soupapes. Et moi, comme j'avais pas de soupape à l'époque, vu que j'étais vraiment la tête dans le guidon, c'est par la suite, tu vois, quand ma mère allait mieux, c'est là que justement, inconsciemment, j'ai pris une soupape et j'ai commencé à bouger en vacances tout le temps. C'est comme si tu cherchais à t'échapper en fait de ton quotidien et t'essayais d'aller dans un endroit neutre, beau, où vraiment t'es bien, tu vois. Et c'était ça ma vraie soupape que je garde encore aujourd'hui. Là, je suis parti il y a quelques jours tout seul en week-end, tu vois, 3 jours. Parce que j'en avais besoin. J'ai rien fait de spécial, hein. Manger, plage, j'ai rien fait.
mais j'étais tout seul, ça me faisait du bien. On peut me prendre pour un fou quand je suis assis au restaurant en train de manger tout seul. Moi-même, quand je voyais ça, je disais, le pauvre, c'est un sans amis. J'ai fait le choix d'être sans amis, laissez-moi tranquille. Je veux partir tout seul. C'est comme ça. Donc, et là, justement, là, aujourd'hui, il nous accueille dans son appartement et tu l'as mis dans ta ligne de vie, c'est pour ça d'ailleurs que je l'évoque. Et on arrive aujourd'hui, à l'instant T. C'est ça. Donc, tu l'as mis dans tes sommets. Ouais. Je l'ai pas mis très haut, mais je l'ai mis. Ouais, tu l'as mis quand même. Ouais. Tu peux évoquer pourquoi, pour toi, tu as mis ton appartement Ouais, parce que c'est pourquoi je l'ai mis, parce que déjà, vu que j'ai tout refait, qu'il y avait beaucoup de travaux, enfin c'est un truc neuf, mais il y a beaucoup de travaux et tout, donc ça m'a pris la tête. Petit aparté, il a acheté un appartement, donc neuf. Mais il a tout refait, il a fait des travaux pendant peut-être 2-3 mois, je crois, plus, 6 mois. Ouais. Et ses voisins, ils venaient le voir tout le temps, ils se disaient, mais pourquoi en fait? On achète dans du neuf, c'est pour éviter d'en arriver là. Ouais. Et lui, il a tout refait. Il a déplacé les toilettes, c'est un malade quoi. Bon, vas-y, ouais, il a tout fait à ma sauce et tout, parce que il y a quelque chose que j'ai appris, c'est il faut être bien chez soi. Tu vois, il faut être très bien chez soi. Tu vois, moi j'étais bien dans ma chambre. Dans ma chambre, j'étais très bien. Je m'étais fait ma chambre chez mes parents, j'étais très bien. Mais je sais que pour avoir beaucoup voyagé, tu vois, parfois quand tu arrives dans des hôtels, t'es bien. Tu te dis, ah ouais, franchement bien. Tu vois. D'où ma salle de bain. J'ai fait une salle de bain, c'est une salle de bain d'hôtel limite parce que je kiffe les salles de bain d'hôtel. Je trouve ça très beau. Et mon appartement, je l'ai mis parce que pour moi, c'est aussi un peu. C'est pas un aboutissement parce que c'est rien. Mais c'est parce que j'estime être bien chez moi. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est plutôt, c'est plutôt ça. C'est que je me suis fait mon cocon, tu vois. et tu l'as fait à ton image. C'est exactement ça. J'ai essayé de faire à mon image et de faire en sorte que je sois très bien chez moi. J'ai mes phases casanières et mes phases où je dois me sortir. Mais quand je suis casanier, bah, je suis content de rentrer chez soi. Tu vois. Tout comme tu es content de rentrer chez toi, retrouver certaines personnes. Tout comme tu es content de rentrer chez toi. C'est du matériel, bien sûr. Mais tu es apaisé, tu es bien, tu es serein. Donc, ouais. Je l'ai mis aussi. Bah, tu vois, voilà. C'est encore un élément de réponse qui montre que voilà, derrière un appartement, on aurait pu penser, ouais, c'est un aboutissement financier d'avoir du matériel, mais rien à voir en fait. Juste, il voulait un endroit où il se sentait bien. Exactement. Et tu as fait référence encore une fois à ton enfance où tu te sentais bien dans ta chambre, bah, là tu as ton cocon. Et c'est pour ça qu'il a fait des travaux et qu'il a tout retapé. Et tu vois, quand t'es voisin, bah, là tu te dis, quand tu sais ça. Ils sont venus, ils ont pris des photos. Ils ont dit, hey, on est dans le même immeuble, t'es sûr? Et bah, on arrive sur la fin, hein, parce que ça passe vite. Hein. Ouais. Et bah, justement, l'idée de cette ligne de vie aussi, c'est qu'il y ait une projection sur les 5 années à venir, puisqu'on est tellement la tête dans le guidon que parfois on a du mal à regarder à plus de 1 mois, 2 mois. Et là, l'idée, c'est de se projeter dans les 5 années à venir. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Samy? Qu'est-ce que toi tu souhaites surtout? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on souhaite? Du bon, la santé pour tous, pour ses proches, pour soi. Parce que regardez, comment s'appelle le mec d'Apple, Steve Jobs, ouais, qui était milliardaire, il a eu un cancer, il n'a rien pu faire, il est mort en 1 an, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc tu as beau être milliardaire, avoir ce que tu veux, bon, après c'est utopique, tu vois ce que je veux dire? On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue pas mal. Donc moi, les choses humaines, santé, famille, se marier, avoir des enfants, parce que mine de rien, quand tu vois ce que les enfants peuvent apporter aux autres, tu te dis bah ouais, ce bonheur aussi je le veux. Tu l'as évoqué avec tes nièces d'ailleurs. C'est ça, avec mes nièces, tu vois. Donc toi aujourd'hui t'es papa, tu vois, donc tu sais ce que t'apporte un enfant. Donc ouais, t'aspires aussi à ce bonheur, femme, enfant. Après j'ai aussi ce côté un peu révolutionnaire où je veux pas non plus tomber dans les stéréotypes. Après c'est un choix personnel, mais marié, enfant, etc. Sinon je me serais marié plus tôt. Mais je voulais d'abord moi m'accomplir, me connaître et ensuite faire ce qu'il faut pour aller dans ce sens. Mariage, enfant. Professionnellement parlant, j'étais salarié, maintenant je suis indépendant. J'aimerais rester dans cette culture de l'indépendance parce que j'y trouve un certain équilibre. Voilà, donc potentiellement lancer. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer, qui veulent quitter un petit peu. Samy avait un CDI, tout était bien, un salaire correct, même bien. Même bien, et il a décidé de se retirer de ça pour justement se lancer en indépendant. Et aujourd'hui, tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas du tout, Après, attention, c'est pas facile tous les jours. C'est un autre stress à gérer, d'accord? Par contre, ça se prépare. Tu vois, ça se prépare. Soit tu as une superbe opportunité, tu la saisis tout de suite, soit si tu songes à te lancer, tu prépares. Donc il ne faut pas faire les choses comme ça en se disant bah attends, je vais tout risquer. Non, tu prépares les choses et si tu les prépares bien, ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe mal, c'est pas grave. C'est pas grave. Et après, demain, il se peut que je retourne salarié pour me relancer par la suite encore en tant qu'indépendant. Donc moi aujourd'hui, je suis indépendant.
Demain, j'aimerais bien me lancer pareil dans des commerces, dans quelque chose. Mais si pour arriver à ça, j'ai besoin de repasser salarié, je le ferai. C'est pas un problème. Ouais, t'as pas. Bah non, mais c'est juste sur le chemin. Il y a peut-être cette étape-là de repasser salarié pour arriver à cette étape finale qui est peut-être ouvrir un autre commerce. Ouais, donc d'ailleurs, tu l'as mis dans tes 5 années à venir, ouvrir un commerce. T'as une idée un petit peu de ce que tu aimerais ouvrir ou pas forcément? Non, pas encore. J'ai plusieurs idées en tête que je laisse mûrir, mais il faut quand même passer à la deuxième. Mais non, je suis pas arrêté. Je ne suis pas arrêté. Ok, Samy, bah écoute, merci à toi. Merci à toi pour ce moment de partage. Ouais, Parce que c'est toujours dans 1 heure, c'est un temps assez limité hein, pour retracer ta ligne de vie, mais je parle beaucoup. Mais non, mais attends, on en a appris pas mal, donc merci à toi parce que c'était important que tu sois dans les. Tu vois, tu es mon 2e invité. Et quand j'ai fait cette liste, tu vois, j'ai une liste maintenant d'une 50aine d'invités. Bah, tu étais dans les premiers, voire le premier, tu vois. Donc pour moi, je sais que tu as évoqué un petit peu des moments un peu personnels. Bah, on l'a bien ressenti, hein, que tu étais quelqu'un d'assez pudique. Et c'est pour ça que moi, c'est un honneur pour moi de t'avoir reçu dans ce 2e épisode. C'est également une fierté d'avoir été invité par Romain de la Blue Calquet. Personne, je vais pas vanter ses mérites, il le sait, vous le savez tous, donc sur ça il n'y a pas de sujet. Et juste pour synthétiser en fait, sous l'objectif en fait de ce podcast, c'est aussi de partager ses expériences, c'est ça, pour essayer d'en tirer le meilleur. Et que justement le jour où tu es en galère, tu te dis putain mais je suis au fond du gouffre. T'es pas le seul à avoir été au fond du gouffre. Il y a eu pire que toi, il y a pire que toi. Tu vas te dire d'accord, chacun gère à sa manière, pas de problème, ce que je disais précédemment, c'est la hiérarchisation, il n'y a pas de hiérarchie à avoir. Mais dis-toi juste que à un moment ou à un autre, ça va aller mieux. Donc il faut savoir lever la tête et faire en sorte que ça aille mieux. Il faut faire les choses pour que ça aille mieux aussi, il ne faut pas attendre des autres. Important, n'attendez pas des autres, faites vous-même. Parce que les gens parlent, les paroles s'envolent. Tu vois, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais faites les choses vous-même. Et si vous faites les choses vous-même, vous aurez besoin de personne, même si tout est bon à prendre. Mais malgré tout, vous maîtrisez davantage votre futur et votre destin. Donc pour moi, c'est le mot-clé. Faites par vous-même, n'attendez rien de personne. Et ça ira toujours mieux après. Merci à toi, Samy, pour ces conseils. Donc là, on voit bien dans le développement personnel que tu ne peux pas agir sur les gens, tu ne peux pas demander des choses des gens, tu peux agir que sur toi-même. Et ça, Samy, c'est ce qui ressort vraiment de ton parcours, vraiment. C'est que, bien sûr, tu as eu l'aide des gens qui ont été importants, mais tu t'es construit et tu as été acteur de ta transformation, puisque c'est même pas un changement pour moi, c'est une transformation tout au long de ta vie. Et merci à toi d'avoir partagé encore ce moment-là. Donc je mets à la fin, tu vois, c'est durant notre échange, hein, vu que c'est que le 2e épisode, mais je mettrai juste la ligne de vie de Samy, mais sans les événements, puisque vous l'avez vu, mais juste pour voir que finalement c'est en dents de scie. Ah, totalement, c'est la vie. C'est la vie, exactement, c'est ce qu'on a compris de ce que tu nous as évoqué. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Encore merci, Samy. Merci à toi, Romain.